Bonjour Suzy, bonjour Marie-Laure, bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vit dans un monde, faut voir. On peut pas tout dire, hein. C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Est-ce que vous croyez que le monde va mieux? Je ne sais pas. Vous m'en demandez trop. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Toussaint. L'homme qui se cache derrière ce beau prénom est un homme à l'ancienne, mais dans le bon sens du terme. Toussaint a des valeurs, il est galant, et expose les choses avec sincérité et sérieux. Je me souviendrai d'ailleurs longtemps de ce témoignage généreux, de notre discussion autour de sa famille, des petits poussins, ou encore de l'apprentissage du morse. Alors, trêve de suspense, je vous laisse découvrir à votre tour cette belle histoire où se mêlent malice, labeur et amour. Bonne écoute! Je suis né à Plélo le 30 janvier 1927. Et je m'appelle Toussaint parce que le frère de mon père, il est parti le 4 août et le 20, il était mort à la guerre de 14. Mon père avait fait toute la guerre de 14. Il était revenu un petit peu asthmatique. Il avait été gazé. C'était des gens, ils étaient heureux, même qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Oui, alors je vais vous raconter une petite anecdote avec mes sœurs, parce que mes sœurs, étaient plus âgées que moi un peu. L'aînée s'appelait Louise, ensuite c'était Marie, et la troisième Reine. Alors là, mes sœurs me taquinaient un peu, bien sûr, et ils me montraient la lune un soir, un beau soir. Il me disait, tiens, regarde un petit peu la lune, là. Donc, tu sais, il y a un petit bonhomme dans la lune, là, qu'on voit, là. Et ça, c'est un enfant qui a désobéi à ses parents. Alors, on va faire une expérience. Ils m'ont assis sur un bio. Ils m'ont dit de regarder la lune. Mais, par précaution, Marie me tenait d'un côté et Reine de l'autre. Bon, l'expérience n'a pas marché parce que je ne suis pas parti dans la lune. Mais enfin, des fois, je suis dans la lune quand même, mais je reviens quand même. J'avais donc 5 ans à cette époque, et j'ai piqué une colère terrible. Je me suis roulé dans la poussière, c'était au printemps, parce que je voulais aller à l'école. Mes sœurs étaient à l'école, il n'y avait que moi qui n'étais pas à l'école. Et là, j'ai donc été à l'école à Tréguidel, avec un instituteur, donc de la petite école, qui était super. Monsieur Conciliari, un Corse. J'ai passé ma petite école sans problème. Je ne me rappelle pas que j'ai eu des difficultés pour apprendre à lire, écrire, compter. J'apprenais tout ce que je voulais. Alors j'ai été au certificat à 11 ans et demi. Et ça s'est très bien passé, bien sûr. Alors, j'avais un cousin à mon père qui était religieux, un père mariste. Il n'a pas oublié de me récupérer. J'avais des facilités d'études, des grandes facilités. Et on discutait beaucoup à l'école. Il y avait un jeune qui avait obtenu son baccalauréat. Mais c'était gratuit, quoi. Moi, personnellement, mes parents ne payaient pas non plus, ils ne pouvaient pas payer. Alors, on était un petit peu révoltés parce que ce gars-là, il était parti sans même dire merci. Alors, du coup, moi, j'étais révolté et aux vacances de Pâques, je ne suis pas retourné à l'école. Je suis retourné chez nous à la ferme. Évidemment, c'était un grand tort, quoi, mais c'était un jugement de gosse que j'avais, quoi. Eh bien, je participais aux travaux de la ferme.
Et puis, comme la ferme n'était pas très grande, on faisait des travaux pour les personnes qui avaient un champ ou deux, quoi. Il y avait beaucoup de marins, et la femme tenait une vache ou deux, puis 1 hectare de terre ou deux, quoi. Alors, il fallait quelqu'un pour faire les travaux, et on faisait des travaux pour ces gens-là. Et voilà, ça s'est passé comme ça, tranquillement, jusqu'à l'âge de 17 ans, où c'est qu'il y a eu un drame, quoi. C'était la guerre. Il y avait un maquis à côté de chez nous, et mon père s'est trouvé pris dans le maquis, et il a été brûlé vif avec 2 autres personnes. Et là, ça a été un peu la galère pour ma mère, parce que la petite ferme qu'on tenait, les propriétaires se sont fait un petit peu soudoyer pour le fermage. Ma mère ne pouvait pas payer, bien sûr, parce que là, le statut du fermage n'existait pas encore. Et nous avons donc atterri dans les logements de la Saudrée qui n'avaient pas été brûlés. Et les gens nous ont soutenus. Ils nous ont donné des terrains à cultiver pour nourrir nos bêtes. La personne qui exploitait les terrains de la Saudrée nous a laissé 2 ou 3 champs. Et ça a commencé comme ça. Parce qu'on était quand même dans un cas un peu exceptionnel. Il n'y avait plus de père. Ma mère était seule. Et mes sœurs travaillaient à l'extérieur. On avait donc quelques vaches qu'on avait gardées quand même dessus la ferme, et puis 2 chevaux. On a continué un petit peu l'exploitation comme ça. Petit à petit, on l'a agrandi au fur et à mesure. Et petit à petit, on a eu donc toutes les terres de la Saudrée. Il y avait environ 20 hectares, je crois. Oui, à peu près. Et donc j'arrive à 20 ans. Il y a une petite parenthèse quand même là, c'est que j'ai fait mon service aussi. Alors que je n'aurais pas dû le faire. Parce que mon père a été mort pour la France. J'étais soutien de famille, si vous voulez. Mais, bon, on m'a appelé, j'ai demandé Madagascar, et on m'a envoyé au Maroc. Donc, me voilà parti au Maroc, où c'est que je me suis bien débrouillé. Je me suis inscrit au cours de radio. J'ai appris le morse. Alors, c'est des points, des traits et des points, pour désigner chaque lettre. SOS, c'est un point, un trait, un point. Ah ben, je voulais apprendre, hein. Oui, ben, j'avais quand même des intentions un petit peu de promotion, si vous voulez. Oh. J'ai fait 6 mois au Maroc, comme ça. J'ai assuré la garde du sultan. On a passé 15 jours à Rabat. C'était la fête tous les jours. On avait un fusil, mais pas de cartouche. On était là pour la parade, quoi. Il fallait bien sûr être briqué impeccable, c'est tout. Mais enfin, nous, on était heureux. Il y avait de la bière à volonté, tout ce que vous voulez. Du Maroc, on m'envoie à l'école des sous-officiers à Casablanca. On nous a dit, ici, celui qui n'apprend pas, c'est le Niouf. Donc, c'est la prison. Alors, j'ai eu un coup de chance, c'est qu'à ce moment-là, il est venu un ordre de Paris, me libérant comme soutien de famille. C'était en 1948. J'étais 3 semaines à la maison. Rappelé à cause des grèves. Les grèves en France, il fallait mobiliser l'armée s'il y avait besoin. Donc, allez, rappelé à Saumur. Là, c'était la vie de David Pacha. Moi, j'étais radio. Il n'y avait pas de professeur. Alors, en tant que radio, vous savez pas ce que je faisais? J'allais bricoler à la menuiserie pour les officiers. Des étagères, un truc comme ça. Puis après, j'allais les placer chez eux. Et puis, on prenait une petite fillette, quoi. Hein. La fillette, c'est une bouteille de vin blanc. Et alors, ça a duré quand même 7 mois. J'ai été nommé brigadier, vu mes services, juste avant d'être libéré, définitivement cette fois-là. Et donc, c'est là que j'ai connu Anne, mon épouse, ma future épouse.
Figurez-vous que j'ai fréquenté Anne pendant 6 ans. Je ne voulais pas me marier avant d'avoir une ferme qui soit à peu près compétente, quoi. Ça a été assez mouvementé, hein, parce que j'allais un dimanche, après j'étais 1 mois ou 2 sans aller la voir. Et puis je recommençais. Ben, parce qu'on avait des copains. Alors on faisait des tournées en vélo, on allait au bal, et on retrouvait Anne de temps en temps au bal. À cette époque-là, vous savez, ce n'est pas l'époque de maintenant. On savait très bien que si on mettait quelqu'un enceinte, on se serait marié avec. C'était une question d'honneur. Pour éviter, il valait mieux pas toucher. Ah oui, on savait très bien que non, il fallait pas jouer avec. Oh oui, parce que si on avait voulu, évidemment. Non, si j'avais couché avec quelqu'un, eh bien, je me serais senti obligé. J'ai eu un coup de chance, Anne est restée là, puis moi j'ai continué à la voir. C'était celle-là, c'était pas une autre. On avait quand même discuté sérieusement. Hein. Je lui avais demandé si elle voulait des enfants, combien qu'elle en voulait. On mettait les choses vraiment au clair. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu aucun problème non plus après, quoi. Je me rappelle un fait, donc elle avait une sœur, qui existe toujours d'ailleurs, Marie-Thérèse. Et figurez-vous qu'à la noce, au repas du midi, il y avait des petits pois. D'un côté, j'avais Marie-Thérèse, de l'autre côté, j'avais Anne. Eh bien, ça a été vraiment la bagarre pour manger des petits pois. Parce que dès que je voulais prendre un petit peu, un coup de coude avec à droite et un coup de coude à gauche. Eh ben, j'ai eu du boulot. Hein. Oui, parce qu'elle était habituée à la ferme. Ils tenaient 15 hectares. Et puis un dimanche, on dit, bah, tiens, on va aller dire bonjour à monsieur et madame Conan, qui étaient des amis de la famille d'Anne. Alors, on a été leur dire bonjour, tous les deux. Et il nous dit comme ça, avant qu'on parte, « Vous ferez beaucoup mieux de venir travailler avec moi. » Bon, ça nous a trotté dans la tête. On a réfléchi pendant 3 semaines. Et puis, on a téléphoné à M. Conan. On dit, « c'est OK, on va chez vous. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le métier dans les poussins. J'ai été 4 ans et demi chez lui. Et puis, il y a une petite ferme qui s'est trouvée être à vendre, quoi. Ça s'appelait les Madrettes. Alors, Anne me dit comme ça, les Madrettes, jamais je n'achèterai ça. Parce qu'il n'y a rien que des coquelicots et des fleurs jaunes dans les terres, quoi. Figurez-vous, 3 semaines après, Anne me dit, on va acheter les Madrettes. Et on a commencé à faire des poussins. En quelques mots, je vais vous expliquer le processus. On a démarré les poussins. On appelle démarrer, c'est-à-dire qu'on a commencé à les élever. Et on a commencé à les vendre sur les marchés. On a commencé avec 2 chevaux. Et ben, on mettait tout ce qu'on pouvait dedans. Et puis, mais à ce moment-là, c'était pas des grosses quantités. Hein. Et les marchés, c'est comme ça se passait. Les gens achetaient beaucoup des petits poussins d'un jour aussi. À ce moment-là, pour mettre sous les poules. Ça se vendait pas mal, des petits poussins d'un jour. La poule chauffait ses petits poussins. Ils grandissaient comme ça leur faisait du poulet. Et alors, arrivé donc à 55 ans, notre fils était technicien dans les poulets chez Tilly, abattage des poulets. Et alors, on lui a dit, écoute, donc voilà les comptes. Nous, on en a marre. Si tu veux, tu reviens à prendre l'affaire ou nous, on abandonne. Donc, le fiston a pris notre suite. Mais nous, on a travaillé beaucoup, même trop peut-être, mais on ne voulait pas que nos enfants soient comme nous. On voulait qu'ils soient instruits, quoi. Et ma foi, ça n'a pas trop mal réussi. On avait le moyen de leur payer des études dans les écoles privées, quoi. J'admets que on a
un peu trop penchés pour le travail, quoi. Mais on était obligés, parce qu'on voulait que ça marche. Et puis, une fois qu'on est dans l'engrenage, on est obligé de continuer. On s'en plaint pas, hein, puisque n'importe comment, on est encore là. Donc, le travail ne tue pas. Je me dis qu'il faut être optimiste. Hein. Je ne comprends pas des gens qui se lamentent toujours. Mais enfin, ils ont raison des fois de se lamenter, mais ça n'avance pas à grand-chose. Un conseil, d'abord, travailler à l'école. On n'a rien sans travail. Que ce soit à l'école ou ailleurs, il faut quand même travailler. C'est pas rigolo la vie. C'est la fin de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à laisser 5 étoiles. À très vite!